oui, à qui? Moi, j'en Ah oui. les deux. Ça dépend des fois. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la presse, et bonsoir au public. Donc il est 19h, nous allons pouvoir démarrer ce conseil. Je demande à Hélène Mérigot de bien vouloir faire l'appel. Merci. Bonsoir à tous. Bayon de Noyer, Yves. Présent. Biel, Marie-Hélène. Présente. Bresson, Laurent. Présent. Mérigot, Hélène. Présente. Gomez, Eliane. Royer, Christian. Présent. David, Mathieu, Christiane, représenté par Hélène Mérigot. Gay, Patrick. Présent. Louis, Olivier, représenté par Patrick Gay. Leclerc, Jean-François. Présent. Tavernari, Roland. Nicolas Jacques. Présent. Blanes Thierry, représenté par Jean-François Leclerc. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal. Présent. Lecomte Florence, représenté par Chantal Vedel. Gomez Lionel. Présent. Andrzejewski Reno Florence, représenté par Laurent Bresson. Pereira Elisabeth, représenté par Lionel Gomez. Rémi Laurent, représenté par Yves Bayon de Noyer. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle, représentée par Marine Bouillet. Bouillet Marine. Piasecki Valérie. Digne Boris, représenté par Valérie Piasecki. Ripoll Bruno, représenté par Véronique Agouguet. Agouguet-Fernaillon, Véronique, présente. Elamili Neza. Claire Pierre. Point d'interrogation pour l'instant. Merci. Avant d'ouvrir ce conseil, je vous propose que nous respections une petite minute de silence pour Anne-Marie Bouveur, Anne-Marie Lozano, épouse Bouveur, qui était membre de ce conseil municipal jusqu'en 2014 et qui nous a quittés durant cet été. Donc, comme il est de tradition, pour respecter sa mémoire, puisqu'elle s'est investie dans la commune, je vous propose qu'on prenne une minute de silence. Merci. Donc, avant d'ouvrir formellement ce conseil, je tenais à souligner l'excellente réussite de la fête du patrimoine de samedi, pas dernier, mais samedi d'avant. Et d'ailleurs, la commune a bien fait de choisir ce samedi-là et pas celui de la fête du patrimoine, puisque ça n'aurait pas pu avoir lieu en raison de la pluie. Je voulais remercier toutes les équipes qui se sont investies pour cette superbe réalisation, que ce soit la sécurité, la police municipale, le centre technique qui ont mis à leur disposition leurs compétences, bien évidemment le service communication qui a été, je dirais, le support principal de ce spectacle, et l'ensemble des personnes qui y ont participé activement. Donc merci à chacun. Je pense que la réussite était au rendez-vous, un peu plus de 1000 personnes, et beaucoup de félicitations qui ont été reçues, soit directement sur le site, soit par des appels téléphoniques. Donc merci à toutes ces personnes-là. Donc j'ouvre le conseil par l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 18 juillet dernier. Y a-t-il des remarques, des questions, des interrogations? Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions. Approuvé à la majorité. Le point suivant, c'est les communications des différentes décisions du maire, qui sont au nombre de 15. Y a-t-il des questions? Madame Agouguet, je vous en prie. Oui, bonsoir. Juste, je voulais encore relever les rémunérations des maîtrises d'œuvre, des maîtres d'œuvre. La rémunération des maîtres d'œuvre. Dans les décisions, il y a plusieurs décisions
qui sont afférentes à la rémunération des maîtres d'œuvre, et on s'aperçoit qu'il y a des écarts, ça va de 3% jusqu'à 12%. Alors évidemment, le montant des travaux n'est pas les mêmes à chaque fois, mais voilà, je m'étonne que certaines maîtrises d'œuvre reçoivent jusqu'à 12%, alors que d'autres en reçoivent que 3%. Et évidemment, c'est calculé sur le coût des travaux. Hein. Voilà, je voulais savoir pourquoi. Alors, c'est pas uniquement, bien évidemment que les pourcentages s'appliquent sur le montant des travaux, mais le pourcentage dépend aussi de la complexité des travaux. Si on fait une maîtrise d'œuvre, par exemple, pour réaliser des opérations de voirie, de goudronnage, qui sont beaucoup plus faciles que réaliser des opérations, par exemple, de restructuration d'une crèche, comme on en a eu dans le passé. Mais il est normal que le taux de celui qui est amené à conseiller la mairie, bien évidemment, l'architecte, n'est pas du tout le même selon le type d'opération. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que les gens répondent, je dirais, à des consultations, à des appels d'offres, et nous choisissons en fonction, bien évidemment, de critères techniques, de compétences, mais aussi de critères économiques. Et il peut y avoir des écarts en la matière. Mais dès qu'on est dans le bâtiment, les taux des architectes sont entre 9 et 13%. Voilà, c'est ça, d'une façon générale, selon je dirais, la complexité, la difficulté. Quand on est dans des opérations beaucoup plus simples, comme je vous le disais, de voirie, ben ça descend aux alentours de 3%, 4%. Mais c'est vrai de toutes les communes, c'est pas spécial à notre commune à nous. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, pas d'autres questions, je vous remercie. Donc, la première délibération traite d'une modification numéro 2 du budget principal de 2019. Et je laisse Patrick Gay la présenter. Merci. Merci, bonsoir à tous. Le Conseil municipal a adopté le 22 janvier 2019 le budget primitif principal. Une première décision modificative a été adoptée le 26 mars 2019 afin de modifier le produit fiscal attendu compte tenu des informations sur le vote des taxes directes locales communales et la notification des bases. Puis, dans sa séance du 28 mai, le Conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2019, reprenant les résultats 2018 et les recettes et les restes à réaliser. Le budget se présentait alors de la façon suivante. En dépenses et en recettes de fonctionnement, 8 655 000. En section investissement, 6 292 817,42. Aujourd'hui, au vu de l'avancée des différents projets, il s'avère nécessaire d'apporter quelques modifications uniquement à la section investissement du budget principal. Alors, pourquoi faut-il apporter ces modifications ? Tout simplement pour pouvoir engager les dépenses, puisque de nouvelles dépenses apparaissent. Ces modifications présentées ci-dessous nécessitent l'adoption donc d'une nouvelle décision modificative. Donc nous avons les deux nouvelles dépenses d'investissement suivantes. Il est nécessaire de les inscrire au budget supplémentaire. Opération 146, aménagement centre-ville. Afin de réaliser les travaux de mise en souterrain des réseaux basse tension, la tranche 2 de l'opération Cœur de Ville, la commune a accepté de prendre à sa charge une partie des travaux en versant au syndicat d'électrification vauclusien un fonds de concours de 135 000 €. Deuxième dépense qui n'était pas inscrite au budget, c'est l'opération 165 Maison des médecins. Cette opération est créée avec un budget de 400 000 €, 300 000 de travaux et 100 000 pour la maîtrise d'œuvre, et luttes complémentaires et des imprévus. Alors cette opération sur la Maison des médecins fait l'objet d'ailleurs d'une délibération qui va être examinée ce soir par le conseil municipal. C'est la 19-083, et vous en saurez un peu plus à ce propos. Le total des modifications apportées aux dépenses d'investissement se traduit donc par une augmentation totale de 535 000 €. Face à cette augmentation, nous avons deux nouvelles recettes. Il est proposé d'inscrire les recettes suivantes. Opération 151, aménagement d'un nouveau CCAS. La communauté de communes vient de nous verser un fonds de concours de 137 752 € qui n'était pas inscrit au budget 2019. Donc il faut prendre en compte maintenant. Enfin, opération 146, aménagement du cœur de ville. Par notification reçue le 9 août 2019, l'État a attribué à la commune une subvention qui avait été demandée, bien sûr, de 273 430 € au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, 2019. Le total des modifications apportées aux recettes d'investissement se traduit par une augmentation de 411 182, inférieure aux dépenses. Pour financer la différence,
L'emprunt budgétaire est augmenté de 123 813 euros, 818 euros, portant celui-ci à 1 650 159,24 euros. Donc c'est une solution classique d'augmenter l'emprunt pour financer l'excédent des dépenses. L'ensemble de ces mouvements sont repris dans les tableaux présentés dans la délibération ci-après. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie, Madame Lily. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste savoir, en fait, quand est-ce que la communauté de communes avait versé le fonds de concours à la commune pour le CCAS? Elle l'a versé? Là, je sais pas, en juin, juillet, quelque chose comme ça, oui. D'autres questions? Oui. Oui, par rapport à la maison des médecins, là, vous allez vite inscrire les travaux sur le budget, mais est-ce que vous avez des médecins? Parce que le problème, il se pose toujours de savoir qui on met dedans. Est-ce qu'il y a des médecins qui sont prêts à venir? Vous avez essayé de trouver quelqu'un ou voilà, comment ça se passe? Les médecins ne viennent que s'il y a une maison, que s'il y a un local dans lequel ils peuvent travailler de façon collective. Donc, inverser la donnée, de dire on trouve les médecins, on crée la maison après, c'est impossible. Donc, c'est en ayant identifié ce projet que nous avons pu trouver des médecins. Et donc, on en saura un peu plus sous une dizaine de jours, mais nous avons entre 4 et 5 médecins qui sont intéressés par s'associer à ce projet. D'autres questions? Pardon, je vous propose donc d'en délibérer, de décider de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2019, comme a été indiqué dans le tableau que vous avez ci-dessous, et tel que Patrick nous l'a présenté. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, 3 abstentions adoptées à la majorité. Je vous remercie. Le dossier suivant, c'est une convention de fonds de concours de la commune du Thor envers le syndicat d'énergie vauclusien. Et donc, c'est Christian Royer qui la présente. Merci. Bonsoir. La totalité de l'enveloppe budgétaire de l'année 2019 attribuée à la commune du Thor par le syndicat d'énergie vauclusien, donc SEV, a été entièrement utilisée par 2 opérations importantes, Chemin Vieux et rue de la République. Afin de mener à bien la dissimulation de réseau du projet Cœur de Ville, notamment dans les rues Goujon, Malmaillon et Pasteur, le SEV propose à la commune d'arrêter les modalités de versement d'un fonds de concours par la commune du Thor au SEV dans les conditions du Code général des collectivités territoriales. Le montant du fonds de concours sollicité par le SEV auprès de la commune sera établi à 75% du coût prévisionnel hors taxe des travaux, soit 135 000 euros pour un coût de 180 000 euros. La commune s'acquittera des sommes dues selon l'échéancier suivant. 20% à l'automne 2019, soit 27 000 euros lors de l'engagement des travaux, sur présentation d'un avis de somme à payer accompagné du bon de commande. Le solde au printemps 2020, soit 108 000 euros à l'achèvement des travaux sur présentation du décompte général définitif de l'opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'approuver la convention de fonds de concours entre la commune du Thor et le syndicat d'énergie vauclusien pour un montant de 135 000 euros hors taxe dans le but de la dissimulation des réseaux basse tension du centre historique et d'autoriser le maire à signer cette convention ainsi que les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Le point suivant traite de la convention des redevances spéciales enlèvement des ordures ménagères assimilées avec la communauté de communes Pays de Sorgues et de Mont de Vaucluse. C'est Jacques qui l'a dit, celle-ci? Non, il y a eu... De manière à poursuivre le dispositif aux producteurs non domestiques tout en assurant une plus juste prise en charge des services publics par ses bénéficiaires, la communauté
Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer la convention redevance spéciale enlèvement des ordures ménagères assimilées avec la communauté de communes Pays de Sorgues et le Mont de Vaucluse, convention qui est jointe en annexe à la présente délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport suivant traite des transports scolaires et de la convention avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marie-Hélène, tu as la parole. Merci. Oui, c'est un peu juste. Pas grave. Bonsoir à tous. Donc, cette délibération porte sur les transports scolaires. Ils étaient une compétence du département. Ils sont depuis 2017 une compétence de la région. Pour la rentrée 2019-2020, la région a souhaité généraliser l'inscription et le paiement en ligne des usagers scolaires. Pour atteindre cet objectif, les modalités d'inscription et de paiement sont modifiées. Les inscriptions qui se faisaient précédemment auprès du service des affaires scolaires vont maintenant se faire obligatoirement sur le site de la région. Concernant le paiement, il pourra se faire en ligne avec des possibilités de paiement en plusieurs fois. Les familles devront faire l'avance et la commune versera à chaque famille a posteriori le montant de la participation communale. De plus, afin d'harmoniser les tarifs des transports à l'échelle régionale, seuls 2 tarifs seront applicables à compter de la rentrée 2019-2020, à savoir 110 € et 55 € pour les familles modestes. La municipalité a choisi de maintenir son soutien aux familles en participant à cette dépense à hauteur de 50%, soit 55 € et 27,50 €. Comme indiqué ci-dessous, cette participation sera versée aux familles après transmission par les services régionaux de la liste des élèves inscrits. Ces nouvelles modalités d'inscription, de paiement et de participation sont applicables à partir de l'année scolaire 2019-2020. Elles font l'objet d'une nouvelle convention avec la région qu'il convient d'adopter. Il est également nécessaire de statuer sur la participation de la commune aux frais d'inscription. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous informe juste que nous avons manifesté auprès de la région notre non-satisfaction sur le nouveau système qui fait que ce sont les parents qui avancent, les paiements de ces transports et qui sont remboursés ultérieurement, ce qui n'était pas le cas de la précédente organisation. Mais ce n'est pas nous qui décidons à la région. Donc, avez-vous des questions? Non. Donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer la convention concernant l'organisation des transports scolaires avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est annexée à la présente, de fixer la participation communale aux frais d'inscription au transport scolaire supportés par les familles à 50% du montant. Et on rappelle les montants tels que Madame Biel vient de vous l'expliquer. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante traite de la création des postes d'agents contractuels à l'occasion du recensement de la population et de son organisation et de la rémunération des agents recenseurs. Donc, je vous informe donc que l'INSEE organise un recensement, en nous le déléguant d'ailleurs, de la population tauroise qui se déroulera du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. Et donc, c'est tous les 5 ans que notre commune est recensée. Toutes les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées intégralement tous les 5 ans, et les communes de plus de 10 000 habitants sont recensées tous les ans, mais à hauteur seulement de 10% de leur population. Donc nous sommes inférieurs à 10 000 habitants. Je prends la précaution de vous informer que même si le résultat de la population va être connu dès la fin du recensement ou très peu de temps après, aucune publication de la part de l'INSEE ne sera réalisée et que le chiffre ne sera communiqué que 3 ans après. C'est comme ça. Alors, entre-temps, on aura grandi, certainement, d'autres auront baissé. Mais voilà comment ça se passe.
Donc, pour mener à bien cette mission, nous avons décidé d'abord de nommer Myriam Beck, agent d'accueil, en qualité de coordinateur communal. Elle avait déjà réalisé à 2 reprises cette opération, et notamment en 2015. Elle sera chargée de préparer ce recensement, de suivre son déroulement. Elle mettra en place la logistique, organisera la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadrera. Elle sera également l'interlocuteur de l'INSEE, qui se déplacera toutes les semaines d'ailleurs sur notre commune. Les agents recenseurs présents sur le terrain devront se présenter dans chaque logement pour réaliser les opérations de collecte des renseignements. Ils auront bien évidemment chacun un secteur très bien défini et nous sommes amenés à recruter 20 agents recenseurs. Les foyers auront cette année la possibilité de remplir le questionnaire remis par l'agent ou de répondre en ligne via Internet. Donc l'année en 2015, c'était 31% des foyers du Thor qui avaient répondu par Internet. L'INSEE nous dit que ce chiffre devrait dépasser les 50% cette année. Il est donc nécessaire de créer ces emplois sur une durée courte d'agents recenseurs et de définir les modalités de recrutement et de rémunération. Donc on a prévu dans la délibération de vous donner le détail de ces rémunérations. Il y a une première formation avant que l'opération démarre qui est rémunérée à 25 €, puis une deuxième formation, bien évidemment, à 25 €, et ensuite les agents sont payés au bulletin individuel récolté, et y compris celui qui a été envoyé par Internet. Si on veut encourager la réalisation par Internet, il faut bien que les agents perçoivent, sinon ils ne distribueront pas cette possibilité. Voilà, on a mis des taux différents selon les tournées de reconnaissance, si c'est au centre-ville ou en périurbain ou dans les secteurs ruraux, pour prendre en compte bien évidemment les coûts de transport. Et on fixe le montant du remboursement forfaitaire des frais de déplacement pour cette période. Centre-ville 40 €, périurbain 63 et secteurs ruraux 98. On s'est largement inspiré de ce qui s'est passé la dernière fois. Avez-vous des questions sur le recensement? Donc je vous propose d'en délibérer et de donc donner délégation au maire pour l'organisation de ces opérations de recensement, de procéder au recrutement des 20 emplois pour cette période et avec une rémunération telle que je viens de vous la décrire. Et bien évidemment, on dit que les crédits seront bien inscrits au chapitre 12, charges de personnel du budget primitif 2020. Donc l'État versera une subvention qu'on ne connaît pas encore, qui la dernière fois était de 18 000 €, mais qui n'a pas couvert la totalité des dépenses. Donc cette année, on ne sait pas encore quel est le montant qui va être versé. Je propose donc d'en délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Donc le Bourdis, l'espace jeunesse et la création de postes d'animateurs pour les mercredis et pour les vacances. Marie-Hélène, tu as la parole, merci. Pardon. Comme chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pourvoir afin de permettre l'accueil des enfants au centre de loisirs Le Bourdis et à l'espace jeunesse Itibiou pendant les vacances scolaires de l'année 19-20. De même, un renfort occasionnel en personnel peut s'avérer nécessaire les mercredis, les fins de semaine ou lors d'activités ponctuelles en fonction du nombre d'enfants ou de jeunes inscrits dans ces structures. Conformément à ces nouvelles dispositions, ces emplois représentent un accroissement temporaire d'activité. Ils ont donc vocation à être pourvus par du personnel non titulaire recruté pour une durée maximale de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. Il convient donc de proposer la création sur les périodes hors vacances scolaires avec un renfort occasionnel de 8 postes d'animateurs au centre de loisirs Le Bourdis et un poste d'animateur à l'espace jeunesse. Sur les périodes de vacances scolaires,
il faudrait vacances d'automne, 8 postes d'animateurs non titulaires pour le Bourdis, 2 postes d'animateurs non titulaires à l'espace jeunesse. Vacances d'hiver, la même chose. Vacances de printemps, la même chose. Vacances d'été, juillet et août 2020, 15 postes d'animateurs non titulaires au centre Le Bourdis et 4 postes d'animateurs à l'espace jeunesse. Le mode de rémunération fixé en fonction du diplôme des personnels recrutés est pour les vacances scolaires le suivant. Animateur diplômé possédant la totalité du BAFA ou équivalent, un forfait de 95,70 € brut. Pour un animateur non diplômé ou en cours de formation BAFA, une rémunération basée sur un forfait journalier de 86,90 €. Le forfait bivouac, lui, est fixé à 38 € brut. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose de décider la création de ces postes d'animateurs non titulaires, tels que ceci vous a été décrit, qui déterminent également le nombre à créer sur les périodes hors vacances scolaires, et de définir les rémunérations telles que ceci vous a été listé par Marie-Hélène Biel. Bien évidemment, on dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 et seront inscrits au budget de l'exercice 2020. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Le dossier suivant est semblable. Création de postes vacataires pour l'espace jeunesse, là, pour l'année scolaire 2019-2020. Marie-Hélène, tu as la parole. Merci. Alors, pendant l'année scolaire, le service jeunesse de la commune propose un programme d'activités sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse. Ces activités peuvent être assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et pour lesquels la commune propose un contrat de travail. Le caractère ponctuel de ces emplois ainsi que la spécificité de la formation requise ne permettent pas de recruter ces personnes sur un statut d'agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa durée. Il convient donc à la fois de créer ces postes et de fixer le montant des vacations correspondant aux différentes activités. Pour l'année scolaire 2019-2020, il est proposé aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse 2 activités hebdomadaires. Le mardi, une activité MAO, musique assistée par ordinateur, initiation, découverte du numérique, utilisation de l'informatique au service de la musique. Le mercredi, une activité dessin, initiation au dessin, à la caricature, etc. Il convient donc de créer 2 postes de vacataires intervenant chacun une fois par semaine. La durée de ces ateliers est fixée à 1h30, qui est égale à une vacation. La rémunération des intervenants est fixée quant à elle à 30 € la vacation. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Donc, y a-t-il des questions sur ce point? Donc, je vous propose de mettre en place 2 ateliers dessin et MAO pour l'espace jeunesse CityView, en rappelant que ces activités sont proposées les mardis et les mercredis, et de décider la création de 2 postes de vacataires aux conditions de rémunération qui vous ont été précisées. Et bien évidemment que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2019 et seront également inscrits au budget de 2020. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite d'une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une demande de permis de construire pour le réaménagement d'un logement 6 places de Verdun en maison des médecins. Christian, tu as la parole. Merci. La commune de Thore est propriétaire d'un logement mis à la disposition de l'EHPAD Les Cigales sur la parcelle cadastrée section AC 110, 6 place de Verdun. Ce logement désaffecté sert actuellement de local de stockage pour la maison de retraite. Dans l'objectif de remédier à la désertification médicale sur la commune du Thore, celle-ci envisage d'aménager ce logement
une maison de médecins ainsi que de permettre leur installation sur la commune. Le projet consistera en l'aménagement de 3 cabinets médicaux, un espace d'accueil et d'administration, un bloc sanitaire au rez-de-chaussée, un espace commun et un logement pour les médecins remplaçants à l'étage. Le projet nécessitera 2 extensions en volume au rez-de-chaussée ainsi que la réouverture d'un accès rue Cavalerie, constituant l'entrée principale de l'opération, et la création d'un accès secondaire rue Raspail. Les auvents existants devront être déconstruits. La réalisation de ce projet nécessite le dépôt d'une demande de permis de construire valant permis de démolir et autorisation de travaux pour l'établissement recevant du public. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Christian. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Non, j'ai juste une observation à faire, c'est que vous aviez prévu la maison médicale dans les locaux de la cave coopérative. Donc, qu'est-ce qu'il advient de ce projet, puisque vous aviez signé une promesse ou vous alliez signer une promesse avec le propriétaire? Et puis, je m'étonne de cette nouvelle localisation parce que vous aviez un petit peu mis l'accent sur la cave coopérative pour accueillir ces médecins. Et bon, il y avait du stationnement, il y avait du passage. Et là, finalement, vous changez complètement. Vous mettez cette maison de médecins en plein centre-ville. Voilà, je trouve que c'est 2 projets complètement différents. Et surtout, la question porte sur qu'est-ce que vous faites de la cave coopérative. Est-ce qu'on était engagé? Est-ce qu'on a pu se désengager? Et dans quelles conditions? Voilà. Bon, à travers de votre question, il faut que je rectifie parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs que vous précisez. Bon. Sur le lieu de l'ex-cave coopérative, il était prévu un pôle médical et non pas une maison des médecins. Les termes ont leur importance. Ça veut dire qu'au-delà de recevoir des médecins généralistes, il était prévu de recevoir d'autres professions médicales, et pour un espace d'environ 1500 mètres carrés. Bon, deuxième information que je rectifie, la commune n'a jamais été engagée et n'a jamais signé aucune promesse d'achat de ce bâtiment. La commune a entamé des négociations qui ont été longues et qui n'ont pas pu aboutir du fait des vendeurs. C'est leur liberté. Bon. Et moyennant quoi, n'ayant pas pu aboutir, le projet que nous avions d'un pôle médical et non pas d'une maison des médecins ne peut pas se réaliser dans ces lieux-là. Ce projet se réalisera ailleurs, et notamment sur le centre Pouvarel, donc dans le cadre d'un pôle médical et non pas d'une maison des médecins. Mais le court terme de la carence médicale, du désert médical sur la commune du Thor, nous a fait accélérer le processus de créer une maison des médecins, uniquement des médecins généralistes et aucune autre profession, de façon à pouvoir maintenir une activité de généraliste sur notre commune. Et c'est ainsi que, étant propriétaire de ce bâtiment, qui avait été loué à l'EHPAD, que nous avons passé un accord avec l'EHPAD qui nous a rendu ce bâtiment de façon à ce que nous créions la maison des médecins. Sa localisation, contrairement à ce que vous dites, est parfaite parce qu'elle se situe au cœur de ville et c'est important d'avoir des médecins généralistes au cœur de ville. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes et notamment de personnes âgées qui habitent cœur de ville. Deuxièmement, elle est située à 50 mètres de l'EHPAD, sur lequel il y a 85 résidents, bientôt 95, et enfin qu'il y a la proximité de la pharmacie, des pharmacies, qui crée une attractivité pour cette réalisation. Mais ceci n'obère absolument pas la création du pôle médical, puisque je rappelle que notre commune, avec bientôt 10 000 habitants, pourrait supporter 9 médecins généralistes. Donc on est très loin du compte, puisque au 1er janvier, si la commune ne fait rien, même si ce n'est pas sa responsabilité première, si la commune ne fait rien, au 1er janvier, il y aura un seul médecin généraliste, qui d'ailleurs risque de partir s'il se trouve tout seul. Donc voilà. Et donc même si ce n'est pas notre responsabilité, comme on n'est pas responsable de créer des hypermarchés, de créer des exploitations agricoles, tout ça c'est privé, c'est du commerce, la médecine c'est aussi du commerce, c'est privé, eh bien on s'est quand même saisi de ce dossier
puisqu'il y avait une carence totale des organismes qui sont payés pour ça. Je pense à l'ARS, par exemple, et que les médecins partants n'ont pas trouvé de successeurs, et ceux qui en ont trouvé, les successeurs sont très vite partis. Ce qui est un vrai drame. Voilà. Donc j'espère que d'ici peu de temps, on pourra vous donner des bonnes nouvelles à ce sujet. D'autres questions ? Vous pouvez éteindre. Par rapport au travail qu'avait réalisé l'organisme TPL 84, c'est ça, l'émanation de Citadis, qui avait travaillé sur le dossier de la cave coopérative, est-ce qu'il y a un coût par rapport au travail qui avait été fait ? Alors, c'est pas TPL, c'est SPL. C'est SPL, hein, oui. Il n'y a aucun coût pour la collectivité, pour la commune. Aucun coût pour la commune, d'aucune sorte. Je vous propose donc d'en délibérer, d'autoriser le maire à signer et à déposer une demande de permis de construire, valant permis de démolir et autorisation de travaux, pour le réaménagement d'un logement de fonction, 6 places de Verdun, en maison des médecins. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante est également une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une déclaration préalable pour le réaménagement d'un logement, l'aménagement d'un WC public et d'un local pour rangement de matériel rue Gustave Roux. On le voit, il est en face de nous. Christian, tu as la parole, merci. La commune possède un bâtiment cadastré section AC 177 au sud de la rue Gustave Roux, anciennement à usage de logement désaffecté et utilisé en partie à usage de rangement. Dans le cadre du projet d'aménagement Cœur de Ville, la commune souhaite entreprendre des travaux sur cet immeuble. Réaménagement du logement avec entrée rue Gustave Roux, aménagement d'un WC public automatisé avec fermeture automatique PMR, c'est-à-dire personne à mobilité réduite, au sud du bâtiment, place du fer à cheval. Réaménagement d'un local rangement de matériel, rue Gustave Roux, en rez-de-chaussée. Ces travaux de réaménagement impliquent des modifications d'aspect extérieur nécessitant le dépôt d'une déclaration préalable au titre de l'article R 421-17 du Code de l'urbanisme. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Donc une simulation du bâtiment a été proposée. Voilà. Y a-t-il des questions? Je vous en prie. Oui, j'ai une remarque. Ce bâtiment, il a été acheté il y a bien longtemps déjà. C'est un vieux projet que de l'aménager. Alors, vous êtes arrivé, vous avez enlevé les toilettes sèches aux Estourans pour des raisons sanitaires, enfin d'hygiène que je peux comprendre. Seulement, vous avez quand même mis un bon paquet d'années avant de réaliser quelque chose qui était quand même primordial. Voilà, donc je suis contente que ça aboutisse, mais je trouve que ça a été long quand même et qu'on a manqué de WC public au tort. Les années que nous avons mis à le réaliser n'ont fait que s'ajouter aux années que nos prédécesseurs avaient mis pour ne pas le réaliser non plus. C'est comme ça. Et oui. Vos prédécesseurs avaient fait les toilettes sèches aux Estourans quand même. Oui, mais dans des conditions sanitaires tellement déplorables que je pense que ça aurait été mieux de ne pas les faire. Enfin, c'était plutôt un local de shoot. C'était voilà, un local de shoot plutôt que des toilettes sèches. C'est un peu ennuyeux que la commune gère des locaux de shoot. Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, je vous demande d'autoriser le maire à signer, à déposer une déclaration préalable pour le réaménagement d'un logement, l'aménagement d'un WC public, d'un local de rangement de matériel sur un bien cadastré section AC 177 rue Gustave Roux. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant est également une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une demande de permis de construire pour la construction de 2 cours de tennis sur une partie du plateau sportif du complexe Omnisport. Christian, tu as la parole. Excusez-moi, oui, je suis allé vite en besogne. Laurent, pardon. Merci.
La commune du Thor souhaite réaliser 2 cours de tennis collectifs couverts dans le but de satisfaire les besoins du club de tennis local, aussi bien pour l'enseignement, l'entraînement, mais aussi la compétition de joueurs. Les 2 cours de tennis s'ajouteront aux 4 cours de plein air mitoyens. Le projet sera implanté au sein du complexe Omnisport Roi, à l'ouest des cours de tennis actuels, sur la partie nord du plateau sportif. Son gabarit permettra la pratique du tennis de façon simultanée sur 2 cours. Les murs périphériques seront constitués de bardages en bois ou acier. La couverture sera constituée d'une toile polyester PVC. Les sols seront réalisés avec un béton bitumeux recouvert de résine coulée en place. Le nouveau club house situé dans le gymnase Jean Garcin fera l'objet d'une extension. L'ancien club house désaffecté, situé dans l'espace vert au sud du plateau sportif, sera déconstruit. La réalisation de ce projet nécessite le dépôt d'une demande de permis de construire valant autorisation de travaux pour l'établissement recevant du public. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Merci Laurent. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Alors, au sujet de ce projet, alors ça pose plusieurs problèmes, parce que comme on le voit déjà, ça va obérer quand même la capacité de stationnement de l'école de la Calade, et on sait que les gens qui viennent à l'école de la Calade sont mobiles en voiture, évidemment, puisque ce sont tous les habitants de la région périphérique et les ruraux. Donc déjà, c'est un souci. D'autre part, j'observe que le bâtiment à déconstruire est déjà déconstruit. Or, je pensais que la demande de permis de démolir devait être jointe au permis de construire. Or, ça a été déjà démoli. D'autre part, le coût pour le tennis couvert, c'est quand même 670 000 euros. 670 000 euros, c'est dans une décision précédente. C'est 670 000 euros. C'est à l'usage quand même exclusif de certains taurois. Donc je voulais savoir, comme je vous l'ai déjà demandé précédemment, si vous aviez pu voir avec le club de tennis s'il y avait possibilité d'ouvrir ces clubs à tout le monde sans forcément être adhérent, puisque vu que nos impôts payent ces 670 000 euros, ça serait bien que le plus grand nombre puisse en profiter, et pas seulement les adhérents du club. Voilà. Et au total, c'est quand même 779 000 euros qui vont être affectés à ce projet, qui comprend donc les tennis couverts, 2 tennis couverts, plus l'extension du club house dans le gymnase, qui sera également exclusivement affecté au club de tennis. Voilà. Et enfin, ma dernière question, comment on finance tout ça? Est-ce que vous avez... On n'a pas de plan prévisionnel, des demandes de subventions vont être faites, j'imagine. Quel est le coût final pour la commune? Alors, réponse en plusieurs parties. Le premier point, le petit clubhouse là qui a été déconstruit, ceci a fait l'objet d'une décision soumise au conseil municipal. Et donc, c'est la même entreprise qui a déconstruit les 2 bâtiments en face de l'église et celle qui a déconstruit ce clubhouse. Donc ceci a déjà été validé en conseil municipal par une décision. Oui, on l'a validé, mais il n'y a pas de demande de permis de déconstruire, pas de démolition. Si, ça a été fait, si, bien évidemment. Bien évidemment, hein, sinon toute construction ou déconstruction doit faire l'objet d'une demande. En ce qui concerne la réduction du parking, c'est exact qu'il va y avoir une réduction du parking. En revanche, il va y avoir des aménagements de façon à pouvoir utiliser la contre-allée Jean-Bouin, qui a été baptisée Jean-Bouin il y a quelques jours, de façon à ce que les parents qui déposent effectivement leurs enfants puissent s'acheminer vers l'école. Bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais il restera quand même 35 ou 40 places de parking qui vont être réaménagées, puisque aujourd'hui, c'est pas tracé au sol, etc. Donc il y aura cette possibilité. Quand vous dites que la somme va être réservée aux gens qui utilisent le tennis, ben oui, quand on fait un skatepark, le skatepark c'est réservé aux gens qui font du skate. Bon, les autres ne peuvent pas en faire.
Quand on aménage quelque chose pour le hand, c'est réservé au hand. Au foot, c'est réservé au foot. Bon, aujourd'hui, l'ensemble des installations sportives sont confiées en gestion à des associations qui sont responsables, qui sont adhérents d'une fédération, qui organisent des cours, qui ont des adhérents, qui ont des responsabilités, je dirais, en termes d'assurance. Et je ne vois pas comment on pourrait dire, demain, le gymnase, par exemple, on l'ouvre à qui veut rentrer. De la même façon, comment on pourrait dire, oui, les clubs, les tennis couverts, qui veut rentrer peut jouer. Il faut bien qu'il y ait une organisation, qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait de la sécurité. Sinon, c'est la chienlit, quoi. N'importe qui peut venir à n'importe quel moment et je vois pas comment ça peut fonctionner. Sans compter qu'on confie quand même du matériel, non seulement un bâtiment, mais des cours, mais aussi des filets. Et ça ne peut pas être ouvert à tous les publics. Hein. Bon voilà, si c'est possible, on est prêt à y réfléchir, mais je vois vraiment pas comment ça peut être possible. Et donc ça passe par une adhésion à je dirais, à une association sportive, hein, et qu'il utilise dans le cadre d'une convention qu'elle a passée avec la mairie. Mais c'est vrai du stade. Le stade, nos deux stades, c'est la même chose. Hein. N'importe qui peut pas y aller. Papa, je vais jouer au football sans une autorisation et sans une organisation. C'est pas possible. Hein. Oui, je vous en prie. Alors, plusieurs choses, je vais y répondre. Donc, pour la démolition du petit cabanon, là, enfin, du clubhouse, il n'y avait pas d'affichage du permis de démolir sur place, déjà d'une part. D'autre part, un gymnase, il est fait, mais il y a plusieurs usages et dedans, il y a toutes les associations de sport qui s'y succèdent, qui utilisent. Donc, cet équipement, il sert quand même à beaucoup de taurois quand on met bout à bout tous les membres, tous les adhérents des associations. Donc, là, par contre, le cours des tennis, c'est exclusivement aux gens qui font du tennis, mais adhérents, pas les taurois, ouverts à tous les taurois. Le skatepark, il est en accès libre. Il n'y a pas forcément besoin d'une autorisation ou d'une adhésion pour aller au skatepark. Donc, c'est pas vrai. D'autre part, concernant la contre-allée, on s'aperçoit que les travaux également au collège vont impacter les places de stationnement. Donc, pendant les travaux des cours de tennis. Donc ça veut dire que tout le monde va se télescoper sur les contre-allées du Jean-Bouin, c'est ça. Tout le monde va se retrouver là, y compris les professeurs du collège, puisque leur parking est impacté par les travaux du collège. Donc tout ce beau monde va se retrouver là en même moment. Bon, ça c'est provisoire puisque c'est le temps des travaux. Mais concernant l'utilisation unique aux adhérents du club de tennis, ça change pas. Hein. Vous auriez pu demander un autre fonctionnement, un accès différent. Mais écoutez, je vous ai expliqué qu'il fallait bien organiser les choses. Hein. Donc, je rappelle quand même que le gymnase, mais aussi les cours de tennis sont utilisés par les scolaires, de par une convention que nous avons avec le département, le collège. Hein. Donc, c'est pas uniquement les gens qui sont adhérents de l'association. Et dans le gymnase, il est utilisé par les gens qui sont adhérents des associations. Le basket, le handball, le badminton, le tennis de balle. Mais si quelqu'un qui n'est pas adhérent veut rentrer au gymnase, il ne peut pas. Il peut pas. Sinon, c'est la chienlit. C'est un équipement utilisé là, c'est exclusif. Oui, mais parce que la qualité du terrain à utiliser ne peut être qu'exclusif. On ne peut pas faire du handball sur un terrain de tennis et vice-versa. Bon, ça me paraît... on ne peut pas jouer aux boules sur un terrain de tennis ou jouer au tennis sur un terrain de boules. Enfin, je ne sais pas, le bon sens, il a le droit d'être au milieu quand même de la mêlée, là, il me semble. Hein. Bon. En ce qui concerne l'allée Jean-Bouin, je rappelle quand même qu'elle fait à peu près 325 mètres. Donc, les enseignants qui sont au bout, hein, puisque le collège est au bout, vont se garer au bout de l'allée. Et pas, ne vont pas percuter le stationnement des personnes qui viendraient à l'école de la Calade. Il y a quand même une belle longueur. Cette allée Jean-Bouin est quand même grande. Donc avant qu'on la sature complètement,
Bon, je pense qu'il va... Je pense pas qu'il y ait des recrutements d'enseignants à ce point-là, quoi. Mais vous savez, quand vous faites quelque chose dans une commune, ça dérange toujours un certain nombre de personnes. Ça en arrange certains, ça en dérange d'autres. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ce que je viens de dire. Il y a une personne qui nous a écrit manifestant contre l'organisation de la journée du patrimoine. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des fusées qui avaient été tirées, que ça avait réveillé les pigeons. Ah ouais, ben on l'a dérangé, cette personne, hein, parce qu'on a dérangé les pigeons. Voilà. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu faire le feu d'artifice. C'est possible. Voilà. Donc il faut... Voilà, mettre un peu de bon sens. Vous avez l'art de noyer le si poisson quand même. Hein. Excusez-moi, mais... Très bien. Donc, je vous propose d'en délibérer, d'autoriser le maire à signer, à déposer une demande de permis de construire valant autorisation de travaux pour la construction de 2 courts de tennis couverts sur une partie du plateau sportif du complexe. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 3 abstentions adoptées à la majorité. Le point suivant, donc Laurent, hein, c'est l'autorisation de demande de permis de construire pour le réaménagement et l'extension du complexe Omnisport. Merci. Afin d'améliorer les conditions d'accueil des utilisateurs du gymnase et des adhérents au club de tennis, la commune du Thor envisage le réaménagement et l'extension du complexe Omnisport. Le projet consiste à la création d'une extension pour le clubhouse de tennis sur la façade ouest du bâtiment, le réaménagement des sanitaires situés en rez-de-chaussée et d'un bureau à l'étage du gymnase Jean Garcin. Le projet prévoit la création d'un volume simple en rez-de-chaussée venant s'inscrire dans la continuité du clubhouse existant en reprenant ses proportions. L'emprise au sol du projet sera de 44 mètres carrés. Les parois verticales seront revêtues d'un enduit gris. Les menuiseries seront en aluminium laqué gris. Il sera apposé un bardage bois en sous-face de la toiture et un bardage bois à claire-voie pour la partie latérale de la porte d'entrée du clubhouse. La terrasse extérieure sera réalisée en pavé autobloquant identique à l'existant. L'accès au projet depuis la voie publique restera inchangé. La réalisation de ce projet nécessite le dépôt d'une demande de permis de construire valant autorisation de travaux pour l'établissement recevant du public. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, vous voyez là, c'est le gymnase. Il y a plusieurs choses qui sont faites en même temps et ça servira plusieurs associations, dont le club de tennis. Donc il n'y a pas de raison de s'y opposer. En plus, le coût, il est de 100 000 euros. L'autre, c'est 670 000 euros. Enfin, il y a quelque chose quelque part qui est déséquilibré. Donc dire qu'on s'oppose à tout, c'est pas vrai. Quand il y a une justesse dans la répartition des impôts et dans ce à quoi ils doivent servir, on est d'accord. Mais quand ça ne bénéficie qu'à certains, c'est là où ça devient pas très juste. Et il fallait juste réorganiser peut-être, voir quels sont les moments où le club de tennis, il existe des vacances pour que les autres taurois puissent accéder. Je trouve qu'il y a un déséquilibre quand même entre les budgets et entre la finalité des lieux et des équipements. Mais je n'ai jamais dit, chère madame, que vous opposiez à tout, puisque vous avez voté 87% des délibérations qu'on vous a présentées. Donc, je serais très malhonnête de dire que vous opposez à tout. Non. Mais j'ai le droit de défendre une position, comme vous avez le droit de le défendre. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'autoriser le maire du Thor à signer et à déposer une demande de permis de construire valant autorisation de travaux pour le réaménagement et l'extension du complexe Omnisport. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Nous avons ensuite deux rapports, mais sur lesquels on ne peut pas voter la validation du rapport ou pas, mais on vote simplement qu'on l'a pris en compte. C'est le premier qui traite du prix et de la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. Donc Jacques, tu as la parole. Excusez-moi, je l'avais mis dans l'autre ordre, c'est pas grave. Oui, en fait, les deux rapports qu'on va traiter, c'est deux sujets qui sont traités par la communauté de communes. On doit simplement valider qu'on en a pris connaissance. Et je vous rappelle que ces rapports sont visibles dans leur intégralité
sur le site de la communauté de communes. Je vais donc en extraire quelques extraits, mais je vous engage vivement à les lire intégralement sur le site, parce que ce que j'ai fait, c'est une sélection. Pardon. Alors, excusez-moi, parce que je l'avais fait dans le sens inverse. Alors, le traitement des déchets est un enjeu majeur des années à venir et les contraintes environnementales s'intensifient. Et la qualité des déchets à recycler doit devenir de plus en plus importante alors que les filières de traitement diminuent et sont de plus en plus coûteuses. Le poids du traitement des déchets dans les charges des administrés va devenir de plus en plus important. Il est donc urgent de consommer moins d'emballages, d'en trier plus et d'en valoriser le maximum dans des filières spécialisées. Il est donc important de mesurer ses performances sur le plan régional et surtout d'en vérifier chaque année l'évolution. Il y a 2 filières, page 7 s'il vous plaît, il y a 2 filières de traitement des déchets au niveau de la communauté de communes. 3 communes sont gérées en régie pour le ramassage des ordures et leur traitement est pris en charge par le CIE-CETOM, c'est Isle, Fontaine et Somanes. Le ramassage du Thor et de Gadagne est en délégation de service public chez CITA et la prise en charge dans le cadre du CIDAMRA. On appelle OMR les ordures ménagères résiduelles qui ne sont pas recyclées et partent en enfouissement ou en incinération. Pour la partie CIE-CETOM, donc la partie qui concerne l'île et l'île, Fontaine et Somanes, la partie d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire qui ne sont pas traitées, représente 379 kg par habitant. Elle est en légère hausse. Et il faut le comparer à la PACA, qui est de 420 kg par habitant, et à la moyenne nationale, qui est 270 kg par habitant. Donc, en gros, sur cette partie de traitement des déchets, donc en container collectif et ramassé en régie, on n'est pas très bon. Quand je dis au niveau de la communauté de communes, on n'est pas très bon. Par contre, au niveau du CIDAMRA, c'est-à-dire nous et Châteauneuf-de-Gadagne, la quantité d'ordures ménagères résiduelles n'est que de 267 kg par habitant, c'est-à-dire même inférieure à la moyenne nationale. Ça prouve que notre tri, en fait, est mieux fait et plus intéressant avec ce système-là. Pardon, je suis page 1, page 2. Je suis un peu paumé, pardon. Une autre part de traitement des déchets concerne les déchetteries. Et on a eu sur les déchetteries, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, sur les déchetteries, en 2017, on a mis en place un système de contrôle à l'entrée qui a considérablement fait baisser le nombre de déchets qui étaient déposés. Et en fait, on découvre que depuis 2017, il y a tout un système un petit peu pervers qui s'est mis en place, c'est-à-dire que les entreprises reviennent déposer leurs déchets de manière beaucoup plus importante qu'avant, et en utilisant en fait des cartes de particuliers. Donc, pour l'avenir, on est en train de mettre en place un système de contrôle réel en fait de ces dépôts-là. On est en 2018 en augmentation par rapport à 2017 et même par rapport à 2016, ce qui n'était pas prévu. Voilà pour les déchets, voilà l'essentiel de ce qu'il y a sur les déchets. Et on va passer au rapport. Alors, pardon, il faut que je vous demande la formule traditionnelle. Donc, je vous prie de vouloir en délibérer, donc de prendre acte du rapport qui est présenté par la communauté de communes sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. Pardon, vous avez une question? Allez-y. Juste à titre informatif, comment ça se fait du coup en fait que c'est la Comcom qui gère, mais que les communes n'aient pas tous le même système de gestion, puisque vous avez en régie et les autres en délégation de service public. Est-ce que normalement ça ne doit pas être un système harmonisé, chapeauté directement par la communauté de communes? C'est géré directement par la communauté de communes, mais il y a un système historique qui est mis en place avec des personnels qui existent en régie
sur la partie Somanes, Lille et Fontaine. Et le choix donc, a été fait au niveau de la communauté de communes de garder parallèlement ces deux systèmes. Vous allez voir, par exemple, quand on va voir l'assainissement derrière, qu'on a aussi des systèmes qui sont différents sur certaines communes. C'est une adaptation, en fait, au contexte économique et au type de traitement qu'on a. Il y a à l'Île-sur-Sorgue et à Fontaine et à Somanes, le recueil des déchets est fait dans des conteneurs collectifs. C'est ça qui est essentiellement qui crée problème, parce que quand vous avez des gros conteneurs collectifs comme ça, qui sont des grosses poubelles, les gens mettent tout dedans, ils ne trient pas, ils ne prennent pas la peine de trier. Donc et on va passer de plus en plus sur des systèmes collectifs, puisque ici, par exemple, au centre-ville, on va passer sur des conteneurs collectifs, mais qui sont des conteneurs beaucoup plus petits, qui permettent de mettre juste des sacs poubelles, avec des systèmes de contrôle qui sont différents. Et dans ce cas-là, pourquoi pas mettre des bacs collectifs, mais plusieurs, pour favoriser le tri à ce moment-là? Enfin, favoriser le tri, du coup, mettre des conteneurs collectifs. Mais il y a des conteneurs collectifs de tri, mais il se trouve que les gens ne trient pas. Vous savez, dans les poubelles individuelles qu'on a au centre-ville, ou qu'on a en campagne au Thor, normalement, tous les gens ont également le système des sacs jaunes pour trier. Et on a mis, je crois, 16 ou 18 endroits pour recueillir le verre, le papier, etc. Les chiffres augmentent, mais il n'empêche que si vous faites ce qui m'est arrivé plusieurs fois de faire, si vous faites une collecte avec les gens qui ramassent les ordures, vous entendez pratiquement sur une poubelle sur deux des bruits de bouteilles de verre qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas trié. Il y a un problème d'incivisme qui est énorme dans ces sujets. Alors il y a des progressions, c'est pour ça qu'on suit des indicateurs un petit peu de progression, mais il y a un incivisme qui malheureusement existe et qu'on ne peut pas combattre. Et le fait d'avoir deux systèmes de gestion est aussi intéressant parce que ça permet de comparer. Ça compare la qualité du service et les coûts. C'est pas inintéressant. En termes de coûts, du coup, c'est quoi le plus intéressant? C'est la régie ou la délégation de service public? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait mutualiser le tout. Ça ferait faire plus. Enfin, après, je sais pas. Moi, ça ferait faire peut-être des économies à la communauté de communes. S'il n'y a qu'un seul système de gestion. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui semble le plus intéressant, c'est la délégation de service public. Hein. Sauf qu'il y a aussi tout un problème social. Il y a des personnels qui existent à la communauté de communes pour ramasser ces ordures. Il y a tout un traitement, et il n'y a pas de choix qui a été fait à ce jour d'uniformiser l'ensemble. Très bien, je vous remercie. Donc je vous demande de prendre acte de cette communication. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci. Donc le deuxième dossier, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination Du traitement des eaux usées. Le traitement des ordures ménagères. Voilà. Non, des eaux usées. D'élimination des eaux usées, pardon, des eaux usées. J'ai inversé les... Je vous remercie, Jacques. Je t'en prie. Alors, la même chose sur ce rapport-là. Donc, je vous engage à aller le consulter sur le site de la communauté de communes. En fait, là, vous avez la carte de notre... Vous voyez tout de suite, là, vous voyez la carte des 4 communes avec les types de traitement qu'on a. Vous avez 3 communes qui sont gérées en délégation de service public par Suez, une commune qui est gérée en délégation de service public par Veolia, c'est le Thor, et une commune qui est gérée en régie, c'est Fontaine de Vaucluse. Donc c'est 3 systèmes qui sont... Alors parce qu'il y a aussi des particularités locales et il y a un historique qui fait que les contrats n'ayant pas été signés au même moment, quand on a réintégré les contrats dans le système, on en a re-signé certains et pas d'autres. Veolia, par exemple, a été signé par le Thor parce qu'il était dans l'appel d'offres concurrentiel beaucoup plus intéressant que les autres, et c'est pour ça qu'on a un autre partenaire. À terme des contrats, je ne sais pas, mais je pense que, à part peut-être Fontaine de Vaucluse qui veut garder sa particularité, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un seul ouais, voilà. Alors... Alors le traitement, il consiste en quoi? Il consiste en la facturation, le suivi de l'entretien, la planification et la réalisation de travaux d'extension. Il y a 6 personnes à la communauté de communes qui sont déléguées à cette tâche
Et j'aimerais qu'on... Voilà, hop, encore, voilà. Alors, j'ai demandé qu'on fasse un point sur plus particulièrement, nous, la station qui nous concerne le plus, c'est la station du Thor. La station du Thor, elle a été construite en 2006 et elle a un équivalent, elle est prévue pour un équivalent homme de 8000 personnes. Habitants, pardon. 8000 équivalents habitants. Et elle renvoie ses effluents sur le canal du Moulin de Gadagne. Cette station menaçait d'être trop petite, mais une mutualisation de nos flux et un détournement d'une partie des flux de l'est de la commune vers la station de Lille nous permet d'envisager sereinement l'avenir. Un peu moins, cette station, en fait, elle produit un peu moins d'une centaine de tonnes de boue. Page 12, voilà. Voilà. Sur cette carte, vous pouvez voir l'ensemble des stations de relèvement, c'est-à-dire tous les endroits où vous avez un équipement spécifique de pompage pour renvoyer l'eau dans le circuit. Il faut savoir que la particularité de nos communes, c'est que le terrain il est très très plat. Donc le coût de traitement d'évacuation de ces déchets est assez élevé, puisqu'à chaque fois que vous avez un petit rond, là, vous avez une station de relevage, un équipement, une consommation électrique, une consommation de produits, etc., donc qui est mise en œuvre. Alors on va tourner encore. Voilà. Ça, c'est la liste des travaux qui ont été faits l'année dernière, qui sont un point important. Vous constatez que l'année 2018, vous constatez qu'il y a 550 000 euros sur l'année 2018, c'est-à-dire presque l'intégralité plus de la moitié des travaux qui sont liés à la réactualisation, si vous voulez, de la partie est, c'est-à-dire l'évacuation des flux du Thor vers la station de L'Isle-sur-Sorgue. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Pas grand-chose. Page 12, pardon. Page 18, si vous pouvez tourner. Alors, on va passer maintenant sur l'assainissement individuel. Parce qu'en fait, vous avez de l'assainissement non collectif, mais au Thor, vous avez 2549 foyers qui sont traités en assainissement non collectif. Pour cet assainissement non collectif, c'est également la communauté de communes qui gère cet ensemble. En fait, elle gère quoi? Elle gère le contrôle des installations nouvelles, le contrôle des installations anciennes d'ailleurs, le contrôle des installations nouvelles. Et dans le cas d'une installation nouvelle, en fait, il y a un double contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle avant équipement et un contrôle après équipement. C'est également la communauté de communes qui gère la facturation qui est liée à ça. Je crois que c'est 30 € par an et par station d'installer. Voilà. Je voudrais qu'on passe aussi le tableau suivant. Voilà, ça c'est pour vous montrer. Non, ça c'est le nombre de créations contrôlées encore. Voilà. Dans les projets 2019, c'est-à-dire dans ce qui est en train de se faire, l'essentiel des budgets de la communauté de communes concernant l'assainissement, en fait, ce sont les travaux qui sont en train de se réaliser en partie, c'est-à-dire dans le cadre des travaux de cœur de ville, tout l'assainissement collectif du centre-ville du Thor, sur les voies envisagées, a été complètement remis à neuf, avec des travaux qui ont coûté souvent assez cher parce qu'il y avait des amiantages à faire, il y avait des équipements très anciens à changer. Voilà, donc vous avez la liste des rues qui sont concernées et vous avez l'essentiel. Si vous voulez d'autres informations, je peux vous en donner, mais vous pouvez également aller les consulter sur les rapports qui sont à votre disposition. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. J'ai une petite question. Il y a un projet donc, de station à Châteauneuf de Gadagne, c'est à côté du stade de la Galère, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Ou la station actuelle, c'est parce que celle du Thor, c'est celle qui est à côté de la déchetterie en fait, oui, hein, c'est ça. D'accord. Donc il y en a une qui est en face du stade de la Galère. Je ne sais pas du tout où elle est. D'accord. Ok. Ça marche.
Très bien. Donc, je vous demande de bien vouloir acter que vous l'avez pris en connaissance, ce rapport. Pas d'opposition, abstention. Merci bien. Donc, nous sommes à l'issue de ce conseil municipal. Je rappelle que le prochain, c'est le mardi 22 octobre. Et puis, on vous a annoncé les suivants, 19 novembre et 17 décembre. Merci à chacun et très bonne soirée. N'oubliez pas de signer le registre.